Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent à ce Power Summit pour l'une des toutes dernières tables rondes, l'un des tout derniers temps forts de ce sommet. Un sommet qui, je le rappelle et je le répète, a pour vocation d'accélérer, de contribuer à l'accélération de la transition énergétique. Accélérer la transition énergétique par le déploiement des ENR apparaît comme une nécessité une fois qu'on a coché toutes les cases dans l'efficience et dans l'efficacité énergétique et placer le curseur très très loin dans l'effort de sobriété. La science est claire et le rappelle encore, décarboner notre monde est indispensable si nous voulons nous prémunir des conséquences climatiques les plus graves et limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 2 degrés d'ici la fin de ce siècle, pas plus. En France, la loi d'accélération de la transition tend à faire passer un cap décisif dans la production d'ENR. Oui, mais l'énergie que nous consommons est encore importée, carbonée et invisible à nos yeux. La transition énergétique dans nos territoires, garantissant autonomie et souveraineté, sera forcément visible. Un sujet d'opportunité, mais aussi de grande préoccupation pour les ruralités, au pluriel, qui deviennent ou vont devenir le support de choix stratégiques pour l'avenir en hébergeant des projets industriels. Alors comment préserver et valoriser un territoire précieux dans ce contexte d'accélération de la transition énergétique? Pour en parler, j'accueille sur scène Monsieur le maire, Éric Fournier, maire de Chamonix, Guillaume Rioux, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de la transition énergétique, Nicolas Soudon, directeur exécutif des territoires à l'ADEME, Guillaume Faburel, professeur à Lyon 2 et fondateur du mouvement post-urbain, et enfin Fanny Lacroix, vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France, et vous êtes aussi maire d'un petit village au sud de l'Isère qui s'appelle Châtel-en-Trièves. Bienvenue. Alors il n'y a pas de plan de table, c'est vraiment au choix. Fanny, vous pouvez vous mettre soit sur le canapé, soit sur le petit fauteuil. Je vous invite, Fanny, à prendre le micro parce qu'on va commencer avec vous. On va rappeler que la ruralité, c'est 80% du territoire national. La transition se passe bel et bien en milieu rural. C'est le sujet des maires ruraux par excellence, car ce sont eux les détenteurs de l'espace, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est vrai, et c'est pas 80%, c'est 88% du territoire national. 80% du territoire national. 88. 88. C'est ça. Donc on a tendance à oublier le milieu rural, et souvent la transition écologique est vue plutôt d'une manière technique, et plutôt avec des lunettes qui sont celles de la métropole. Et nous, les maires ruraux, on s'est dit qu'on avait un message à faire passer. Alors c'est pas facile pour les maires ruraux, parce que souvent ils sont le nez dans le guidon, dans des postures de gestionnaires submergés, parce que je sais pas si vous connaissez quel est le quotidien d'un maire rural, mais souvent c'est une secrétaire de mairie, un agent technique polyvalent, et le maire aussi, qui fait fonction d'agent public souvent, parce qu'il faut pouvoir répondre à l'ensemble des demandes des concitoyens. Donc il n'a pas forcément le temps de se projeter dans l'avenir, et c'est pour ça qu'à l'Association des maires ruraux de France, on a décidé de lancer le Grand Atelier des maires ruraux pour la transition écologique, qui est un dispositif qui a été inspiré par la Convention citoyenne pour le climat. Et en fait, on a rassemblé 100 maires d'un peu partout sur le territoire national. Et donc, ils ont réfléchi avec les meilleurs experts du climat et aussi avec des maires qui avaient fait des choses très concrètement sur leur village. Et donc, ils ont construit ensemble une feuille de route pour la MRF avec une vision politique de la ruralité. Qu'est-ce que c'est que la transition écologique pour le milieu rural? Et qu'est-ce qu'il en ressort alors? Alors, il ressort déjà ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est notre sujet, parce que du coup, on est détenteur des biens communs naturels, et aussi, et on a tendance à l'oublier, parce que la ruralité, c'est des petits villages, des petites communautés, où on peut encore faire vivre de manière assez qualitative un fonctionnement démocratique. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. Quand on sait que si on veut réussir la transition écologique, il faudra emmener tout le monde, eh bien je crois, et on en est assez convaincu à la MRF, que les villages ont des clés de solution qui doivent certes servir pour la ruralité, mais aussi pour l'ensemble de la nation. Éric Fournier, vous êtes le maire de Chamonix, un territoire de montagne où les effets du changement climatique sont forcément visibles, tangibles. Comment percevez-vous les grandes mutations en cours et à venir sur votre territoire? Les ENR sont autant un défi qu'une opportunité? Alors, d'abord les mutations, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Moi, je suis un territoire un peu atypique, pas vraiment
pourrait pas qualifier vraiment de rural, au sens où effectivement il y a une activité touristique très forte que n'ont pas toutes les communes rurales. Par contre, on est évidemment excessivement impacté, comme tous les territoires de montagne, par les changements climatiques. On les voit, j'ai presque envie de dire, au quotidien. L'hiver qu'on vient de passer est absolument, comment dire, remarquable au sens d'exceptionnel sur ces sujets-là. Alors oui, ces transitions, elles sont pour nous l'occasion de nous réinterroger. J'entendais la table ronde précédente sur des process beaucoup plus locaux de réindustrialisation, et ça passe aussi dans les territoires ruraux. Le rapport entre l'énergie et le territoire est en train de changer complètement, on le sait. Cette espèce de grand système vertical et central qu'on avait avant sur la production d'énergie est en train d'exploser. Et ça nous interroge, j'en suis sûr, mais Madame la vice-présidente le sait sans doute beaucoup mieux que moi, sur la manière dont on peut construire des écosystèmes permettant une meilleure analyse de la production de ces ENR. Là, on a vraiment quelque chose qui... et on est en train un tout petit peu à mon sens, j'ai un message à faire passer, de passer un peu à travers, pour une raison qui est assez simple, c'est que d'abord, nous ne mettons pas à disposition, à mon sens, je prends une casquette là qui est un petit peu élargie, j'ai été en charge d'une région également sur les politiques de transition il y a quelques années. On ne met pas à disposition de tous les maires, de tous les présidents d'interco, les bonnes données pour les bonnes prises de décision. On a développé en Auvergne-Rhône-Alpes un outil qui s'appelle Terristory, mais je pense qu'il doit être, avec 6 autres régions maintenant, qui doit être mis à disposition de toutes et tous, ou ce type d'outil, peu importe lequel il est, pour que les bonnes décisions soient prises. Ensuite, il y a le vrai problème sur la ruralité, comme vous l'avez dit, eh bien, de l'ingénierie. Pour comment est-ce qu'on donne au bon échelon territorial la capacité à s'organiser et à faire les bons choix. Et puis enfin, et ça nous touche tous, je trouve qu'on est encore sur des systèmes qui sont extraordinairement centraux. J'entendais le président de la République parler il y a quelques jours non pas de décentralisation, mais de déconcentration, ce qui est totalement différent, je vous prie de m'excuser. J'ai encore mes vieux cours de Sciences Po qui ressurgissent, mais enfin, c'est totalement différent. Est-ce qu'on se base uniquement, je m'excuse pour notre ami représentant l'ADEME sur le sujet, mais il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de qualité dans les représentants de l'État, mais ça ne peut pas suffire. Il faut qu'on arrive à faire du transversal et à mettre à disposition sur ces écosystèmes des choses. Et puis enfin, dernier mot, moi je trouve qu'il est tout à fait utile, et ça c'est, j'ai pas envie de dire il n'y a que les maires, mais en tout cas les maires sont un échelon de proximité qui peut apporter des éléments de réponse, trouver de bons éléments de réponse sur des écosystèmes de proximité qui peuvent permettre de faire en sorte que les spécificités du territoire, que nous connaissons bien en tant qu'élus, les entreprises du territoire, que nous connaissons également, les lieux de formation soient mieux mis en relation. Mais ça, c'est vrai que ça veut dire aussi un petit peu casser cette espèce de, comment dire, de conception qui est très clivée encore entre le monde public, le monde privé, le monde de la formation et de la recherche. Et tout ça ne se parle finalement, même sur de petits territoires, qu'assez peu ou que trop peu pour être au rendez-vous de ce que nous pouvons faire en matière de transition énergétique. Merci. Monsieur le maire, merci Monsieur Fournier. Nicolas Soudon, vous allez pouvoir lui répondre. Vous travaillez directement avec les collectivités et vous dites d'ailleurs que c'est là où se situent les compétences, que c'est un échelon intéressant, même l'échelon prioritaire pour mettre en œuvre le changement. Oui, bonjour à tous. Effectivement, une grande partie des solutions repose, je pense, sur l'action des collectivités locales. L'État, en grande partie, est là pour fixer des réglementations, pour traduire les objectifs internationaux et européens dans la réglementation. Il est là aussi pour accompagner les projets, c'est le rôle de l'ADEME en particulier. Mais les décisions, elles sont à prendre en grande partie au niveau local, au niveau régional sur les grandes stratégies et au niveau local sur la maîtrise d'ouvrage des projets. Donc c'est notre rôle, nous, d'accompagner justement et précisément ces projets. On a, d'après le SGPE, 138 millions de tonnes de CO2 à abattre d'ici 2030, si on veut être dans les bonnes trajectoires vers la neutralité carbone. C'est un pari considérable. Et ce pari considérable, il nécessite notamment d'aller vers une part beaucoup plus importante des ENR, si on reste concentré sur la transition énergétique. Dans nos scénarios, on a fait un exercice de prospective qu'on a diffusé il y a quelques temps, qui s'appelle Transition 2050, avec 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Dans tous les cas, il faut plus de 70% d'ENR dans la consommation finale d'énergie
consommation finale d'énergie, hein, pas dans la production électrique. Hein. Et donc, pour atteindre ça, ça passe forcément par une approche attentive des territoires. D'après d'autres chiffres qu'on a estimés, il faut consacrer entre 1,5 et 2,5% du territoire métropolitain pour y implanter des ENR, quels qu'ils soient. Et donc, 1,5 et 2,5 ? Oui. On s'arrête un instant sur ce chiffre parce que ça paraît absorbable, ça paraît... Oui, ça paraît absorbable, même si ça ressemble à un chiffre très important. L'Allemagne a des objectifs un peu comparables, 2% consacrés uniquement à l'éolien, par exemple, mais ils ont des enjeux plus forts parce qu'ils n'ont pas la part du nucléaire, bien entendu. Et ça passe effectivement par l'accélération des ENR. Il y a une loi qui a été promulguée l'année dernière par Agnès Pannier-Runacher quand elle était ministre de l'Énergie, la loi d'accélération des énergies renouvelables, et qui amène la possibilité pour les maires, mais on y reviendra peut-être, à définir justement des zones d'accélération des énergies renouvelables, ce qui leur permet par ailleurs, on va dire, d'identifier des zones d'exclusion des énergies renouvelables, parce qu'on sait que c'est un débat complexe, l'implantation d'ENR dans nos territoires, qui provoque beaucoup de débats, beaucoup d'interrogations. Et pourtant, c'est aussi un secteur qui permet d'attirer de la valeur, de se réapproprier de la valeur ajoutée, même de créer des emplois. J'ai quelques chiffres. Aujourd'hui, le marché des ENR, c'est 31 milliards d'euros en France, donc c'est quand même important, et c'est déjà plus de 113 000 emplois. Donc c'est aussi une manière de se réapproprier de la valeur ajoutée qui aujourd'hui est principalement importée via des fossiles, sans même parler des conséquences néfastes pour l'environnement. Donc il y a beaucoup de solutions qui reposent dans les mains des maires, des présidents interco. Dans les milieux ruraux, vous l'avez souligné, effectivement c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a moins d'ingénierie que dans les grandes métropoles et ça nécessite probablement un accompagnement supplémentaire. Alors c'est peut-être une certaine manière d'aborder aussi ce que c'est que la transition juste, parce qu'on sait que la transition va provoquer des gagnants, des perdants, et puis qu'il y a des enjeux d'intérêt général qui nous dépassent, mais la transition écologique, les effets du changement climatique, on va dire, ils sont injustes par nature. Donc il ne faut pas transiger avec les enjeux de transition. Par contre, il faut mettre en place des systèmes de redistribution qui permettent de compenser en partie les conséquences qui peuvent être néfastes pour une partie de nos concitoyens. Je terminerai juste sur un chiffre. D'après les estimations de la fondation FNH, les impacts potentiels de la transition écologique, c'est à peu près 10 000 emplois. En perte, mais d'autres qui vont être créés, bien entendu. Si on compare ça avec les effets de la mondialisation sur les 20 dernières années, c'est plus de 100 000 emplois qui ont été perdus. Et si on prend la désindustrialisation de la France depuis 2008, c'est pas loin de 500 000 emplois, dont beaucoup d'ailleurs ont pesé sur ces territoires ruraux. Voilà, on y reviendra dans le débat, j'imagine. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer la parole à Guillaume Rioux. Vous êtes un praticien de terrain, comme vous me l'avez dit au téléphone la dernière fois. Agriculteur et polyculteur aussi, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure quand je vous ai appelé sur scène. Vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Comment abordez-vous ces questions de transition énergétique et de déploiement des ENR sur votre territoire ? Vous l'avez dit avec le désir du terrain. Bien sûr, on peut poser un tas de grands chiffres sur tout ça. Nous avons, nous, par exemple, besoin en Nouvelle-Aquitaine de 10 mégawatts à l'horizon 2030 installés. Bon. Quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, 10 mégawatts, où on les met, 10 gigas, pardon, oui, mais moi-même je m'y trompe, où on les met, et comment on invite le territoire à ces questions-là. Effectivement, vous le disiez, monsieur le maire, il y a une vraie question de décentralisation et non pas de déconcentration. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'on a voulu donner la main au préfet pour faire guichet unique, au lieu de penser avec les territoires, avec les chefs de file que sont les régions sur ces questions-là, par exemple, pour organiser les choses. Bon, on essaie néanmoins de bosser avec nos préfets de région et pour organiser les grandes coop régionales. Mais si on redescend un petit peu au plus près du terrain, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire effectivement décentralisation, ça veut dire que nous sommes en train de redécouvrir que comme pour l'eau, comme pour l'alimentation, le besoin énergétique, si on veut s'extraire de l'importation fossile qui compose quasiment les 2/3 de notre consommation finale, et qu'il va donc falloir mettre en œuvre les énergies renouvelables qui sont par définition, par essence, des énergies territoriales. Nous sommes effectivement en train de passer d'un système, si je le compare à un système sanguin, d'une arrivée artérielle, que ce soit par les oléoducs, les gazoducs, les grosses lignes RTE, nos 52 centrales nucléaires, réacteurs en tout cas, un système inversé qui est un système d'injection par le capillaire. Donc ça nécessite effectivement de revoir tout le système pour éviter qu'il ne collapse. Et ça ne peut pas se faire effectivement sans les maires, sans les habitants. Encore faudrait-il que chacun comprenne ce qu'il consomme, comment c'est produit. Qui sait aujourd'hui qu'il consomme 150 litres d'eau par jour, 50 mètres cubes par an?
Qu'est-ce que le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau, comment tout ça est produit? Même chose pour l'énergie. Qui sait aujourd'hui qu'il consomme en moyenne 28 MWh d'électricité ou d'énergie finale par an? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un mégawattheure? Qu'est-ce que c'est un gigawatt? Qu'est-ce que ça veut dire que toutes ces abstractions sont des abstractions physiques? Quand on a 10 litres de gasoil à mettre dans notre tracteur ou dans notre voiture, on les mesure et on sait qu'avec ces 10 litres, on va pouvoir faire, allez, 150 km. Donc il y a une abstraction physique qui est importante. Il y a aussi une abstraction quantitative, parce que 1000 on comprend, au kilo on comprend, au méga, au million, 1000 fois 1000 on comprend. Quand on passe à 10 puissance 9, ça devient un truc difficile à appréhender. Alors quand on est au téra, plus personne n'y comprend rien. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il va y avoir besoin pour nos 35 000 maires de France, leurs adjoints, tout l'écosystème public, de beaucoup de formation, pour qu'ils puissent être la courroie de transmission auprès de nos 70 millions d'habitants dans notre pays, auprès de mes 6 millions d'habitants en Nouvelle-Aquitaine. Donc un vrai sujet lié aux questions de formation me semble évident, mais on s'inscrit dans une nouvelle géographie, une nouvelle composition géographique et une nouvelle composition liée à la temporalité. On n'a plus le temps là. On sait qu'on n'a plus le temps. Il faut qu'on réduise, nous on a un objectif dans notre SRADET à horizon 2030 de 45% d'ENR dans le mix énergétique. Il faut qu'on aille vite. Donc il y a une forme de distorsion temporelle là aussi, du temps pour former les gens, pour comprendre ce qui se passe, tous les mécanismes physiques, presque physiologiques, et puis le temps court. Donc une nouvelle histoire-géographie dans notre pays est en train de s'écrire, tant sur le plan de l'énergie que sur le plan de l'eau, que sur le plan effectivement des denrées alimentaires et agricoles. On vient d'en parler depuis des semaines. Nous sommes tout simplement dans notre civilisation en train de découvrir qu'une nouvelle civilisation s'ouvre devant nous, que la parenthèse de 200 ans pré-industrielle puis industrielle d'extractivité est en train de se refermer, qu'on ne pourra plus demain compter sur l'extraction fossile, sur l'extraction minière pour développer nos existences, et qu'il va falloir repenser cette nouvelle histoire géographique et ce nouveau partage de la surface. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Vous pointez l'urgence, et on est bien d'accord là-dessus, on n'a plus le temps. Ceci dit, il ne s'agirait pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Guillaume Faburel, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, et vous dites effectivement qu'il y a un danger que comporte la production massifiée de l'énergie dans nos territoires, danger mais aussi incohérence, au point de parler de nouvelle colonialité. Vous y allez pas un petit peu fort? Non, du tout. En fait, moi, dans les différentes prises de position, il y a un truc qui m'interpelle beaucoup. C'est l'abstraction, elle est d'ordre immatériel, mathématique, mais elle est surtout d'ordre politique pour moi. C'est-à-dire que passer par l'électrique et renouveler l'ensemble, ça se fera qu'avec du fossile. Voilà. Il n'y a pas de substituabilité dans les énergies. Et il y a additivité. Et on n'a plus les ressources fossiles pour tout passer à l'électrique. On va donc avoir un problème. Ça s'appelle la ressource. Et du coup, la colonialité, c'est qu'aujourd'hui, en sortant un peu du débat sur l'énergie, en allant sur la transition écologique, parce qu'à mon avis, par moment, on prend des vessies pour des lanternes, on focalise sur l'énergie, alors que c'est la crise écologique qui est plus ample derrière ça, il va nous falloir composer avec d'autres ressources aussi qui sont tout autant vitales. Et c'est par exemple la question de l'alimentation et de la terre. Donc pendant qu'on parle, à longueur de journée, pas ici, mais en général, d'un nouveau mix, d'une accélération, et finalement de la transformation du mix pour les énergies renouvelables, moi, chez moi, ça s'appelle des pieux d'acier de 8 mètres de profondeur dans de la terre arable. Ça s'appelle des champs de silice, ça s'appelle de l'agrivoltaïsme avec 2-3 moutons en dessous pour faire bonne figure. Ça s'appelle des éoliennes avec des fûts de 140 à 160 mètres et des plots de béton de 1000 tonnes. Ça s'appelle des méga-méthaniseurs avec des méga-factories ou des fermes et la condition animale derrière dont on peut discuter si vous le voulez bien. Moi, j'ai quand même l'impression que là, il y a un petit faux semblant, il y a un petit évitement dans le débat, il y a un petit impensé, qui est que tout ça est en fait une position très industrieuse du monde, une culture qui me semble très moderne encore, ou encore hyper moderne, très centralisée du coup. Je ne suis pas certain que les acteurs locaux aient les ressources, et ce n'est pas une question d'ingénierie, c'est aussi être dans une organisation politique et être soumis à des influences d'État. Le rôle de l'État est puissant dans nos manières de penser, l'agir et les politiques publiques. Mais je referme la parenthèse parce qu'on aura le débat sur la place des élus locaux. Mais on est quand même dans un schéma de pensée, dans un système de croyance
qui est de plus en plus anachronique au regard de la réalité. Et c'est pour ça que je parle de colonialité. J'y viens, je suis un diesel, je suis un peu lent, mais j'arrive tranquillement. C'est que la première des colonialités, il y en a eu plusieurs, hein, des villes sur les campagnes, ça a été l'exode rural forcé. Voilà. Il a fallu mécaniser, il a fallu accroître les rendements, et on a demandé à des pans entiers de la population, moyennant confort et félicité, hein, modernité, accès à certaines facilités, d'aller peupler et de déplacer les bras vers les villes pour l'industrialisation. Aujourd'hui, on cherche à convertir les agriculteurs en énergéticiens. Et comme les ressources sont dans les ruralités et dans les campagnes, c'est là qu'aujourd'hui, il y a un deuxième récit très métropolitain, hein, très urbain, d'une écologie de bureau qui va napper l'entièreté du territoire pour satisfaire des besoins qui sont créés et prescrits par les mondes urbains. Ça pose un léger problème, parce que je crois que les ruralités aimeraient bien à un moment donné construire leur propre destinée. Et que surtout, je terminerai là-dessus, en plus de la terre qu'on va napper, en plus des éoliennes qu'on va ériger, il y a surtout la ressource de terre, il y a surtout la ressource en eau, il y a surtout la ressource forestière. Et c'est pas dans le cœur de Paris ou de cœur de Lyon qu'elles sont, ce sont dans les ruralités. Bref, je terminerai, la transition écologique, elle ne sera rurale ou elle ne sera pas. Il n'y a pas d'autre solution. Les ressources de vie sont dans les ruralités, à condition que, peut-être, au lieu de penser un système encore de croissance visant à substituer des énergies à d'autres, eh ben on entre, excusez-moi, je vais lâcher le mot, hein, dans un peu de décroissance, un peu de sobriété. Faire mieux avec moins. Et on évitera de napper des terres arables ou dites comme telles, même si elles ont une faible qualité organique, de panneaux photovoltaïques, et qu'on arrêtera d'ériger ces grands projets comme d'accélération, mais qui globalement s'inscrivent encore dans un mythe d'éternité, dans un délire d'ébriété qui en fait vise à substituer et à rester dans ce schéma de croissance. Les limites planétaires aujourd'hui ne permettent plus. Donc il va falloir en rabattre un peu. Il y a beaucoup de morgue, il y a beaucoup de sentiments de supériorité vis-à-vis du vivant. Moi je crois que les ruralités ont des choses à dire parce qu'elles composent avec le vivant. Alors on peut juger par moment, hein, voilà. L'agriculture industrielle n'est pas toujours bonne conseillère pour la terre. Ça va, je choque personne en disant ça. Il n'en demeure pas moins qu'il vaut mieux être auprès et au plus près du vivant pour avoir la bonne stimulation et peut-être retrouver un peu de modestie, un peu de décence, un peu de tempérance. Là, le schéma qui nous est proposé, c'est une grande accélération. Je pense qu'on n'en a plus les moyens et qu'on n'en a plus les ressources. Voilà. Fanny Lacroix, vous nous dites que les maires ruraux sont d'accord avec l'idée d'une planification à l'échelle nationale, mais obligatoirement rebouclée avec une planification régionale, plus territoriale. Oui, tout à fait. Ce qui ressort en fait de ces 6 mois de travaux de ces maires, les ruralités sont très bonnes élèves. Quelque part, quand il fallait produire de la nourriture, on l'a fait. Et là, on a l'impression effectivement qu'il va falloir fournir un très grand effort de production énergétique. C'est pour ça qu'un tiers des travaux avec, du grand Guillaume atelier Faburel, en fait, ont été sur ce sujet-là. Et moi, j'ai souvenir d'une phrase qui est ressortie des travaux du Grand Atelier qui dit « Bon, on veut bien des éoliennes, mais on aimerait aussi des médecins et des écoles dans nos villages, et aussi des boulangeries, un peu de services. » Et en fait, ça a été la convocation du pacte républicain qui a été faite par les maires ruraux en disant « On ne veut pas rentrer dans un mouvement en avant, à ne pas savoir ce qu'on va du coup servir et pourquoi, et par contre on a vraiment envie de se sentir intégré et faire cohésion nationale. » Ça c'était vraiment quelque chose de très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu cette réflexion sur la transition énergétique qui était forte, où on a en gros donné nos conditions d'acceptabilité des projets, c'est-à-dire ok, on est prêt à aller vers cet effort parce que la transition écologique c'est notre sujet et parce qu'on veut penser l'avenir, mais on veut des projets qui soient construits avec les élus, on veut des projets qui soient faits avec les ressources locales, on veut des projets qui engagent aussi le citoyen et qui aient des retombées économiques directes sur nos territoires pour mieux vivre en ruralité, pour construire du service public, pour construire les conditions d'habitabilité de nos territoires. Donc on veut des projets qui nous appartiennent. Donc ça, c'était quelque chose de fort. Et après, on a beaucoup réfléchi aussi sur la question des biens communs naturels, et je les aborde parce que c'est souvent des grands impensés, et il faut un moment que les maires ruraux se mettent dans le tour de table et disent on va faire notre sujet pour qu'on puisse aborder la question de la forêt. Je ne sais pas qui d'entre vous habite sur des communes forestières, mais il y a un grand sujet là quand même, hein. C'est-à-dire qu'on voit concrètement nos forêts qui sont en train de mourir. Et ça n'est pas abordé, ou en tout cas pas suffisamment.
En tout cas, cette question des biens communs naturels, on peut parler de l'eau aussi. Je veux dire, l'été 2021 était une catastrophe pour nombre de maires ruraux où en fait on a eu, moi j'ai eu le cas, un mot avec pas d'eau pendant une demi-journée, j'ai dû couper l'eau à mes maraîchers. J'ai fait perdre une partie de la production de maraîchage sur ma commune. Et ce n'est que le début sur la question de l'eau. Donc il y a eu toute cette réflexion aussi des maires ruraux de se dire on s'approprie ces biens communs naturels et on s'attarde sur le terme bien commun. Et ça, je crois qu'on est sur des sujets novateurs, de se dire aussi comment est-ce qu'on crée les conditions d'une gestion locale de la ressource. On fait la cartographie des acteurs et des parties prenantes, on identifie une ressource et en fait on va définir collectivement et démocratiquement nos règles de gestion. Alors on commence ce travail-là, mais vous voyez qu'on essaye effectivement d'ouvrir aujourd'hui de nouvelles partitions en se disant effectivement la transition écologique, il y a le défi énergétique et pas que, mais on a aussi envie nous d'ouvrir de nouveaux récits aussi par rapport à ce que vivent les gens de nos territoires, les gens aussi qui viennent sur nos territoires parce qu'ils ont envie de décrocher avec un système dans lequel ils ne se retrouvent plus. Et comment est-ce qu'on arrive justement par la commune rurale, par le fait qu'on ait encore des espaces, des friches, des capacités d'implication à construire de nouveaux imaginaires. Ça vous parle forcément, monsieur Éric Fournier? Oui, moi je partage tout à fait cette analyse. Et c'est vrai que peut-être que ce qui fait la différence entre les deux modes productivistes que vous évoquiez tout à l'heure, c'est moi je n'ai pas le sentiment que la ruralité va adhérer enfin la ruralité, en tout cas les territoires dans leur diversité que nous avons en France, vont adhérer à un modèle du toujours plus et de la croissance. Et il ne s'agit pas de substituer une énergie à une autre. Je crois qu'on est tout à fait clair là-dessus. Et je pense qu'il y a une garantie qui va s'offrir à nous. C'est que justement, nous, on n'est pas là pour un TRI. Un maire ou un élu local, il est là pour, je pense, essayer de s'inscrire dans la durée. Alors, il est dans une durée, lui, courte, mais par contre, sa collectivité, elle est là pour longtemps. Et donc, c'est une notion de long terme qui s'impose à nous et qui nous permet sans doute, pour peu qu'on ait la capacité à réorganiser effectivement les choses. C'est une révolution mentale, hein. C'est la révolution mentale, effectivement. Moi, je prenais l'exemple, j'en parlais tout à l'heure avec l'un de vos panélistes précédents qui connaît bien la vallée dont je suis originaire. Une vallée qui est très étroite. On n'a pas la place, on n'a plus de foncier. Pour autant, juste en dessous, il y en a. Comment on fait dans l'introduction d'une discussion entre le voisin du bas qui a du foncier, nous qui n'en avons plus, pour par exemple faire en sorte que si on produit de l'hydrogène, on le produit en bas chez lui, et qu'est-ce qu'on lui donne en échange et comment on retravaille. C'est une véritable révolution, ou une évolution très rapide dans les mentalités et dans les limites des frontières administratives dans lesquelles parfois les élus sont encore un tout petit peu confinés. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je pense qu'on n'est pas du tout là, on est dans une logique qui casse un peu les codes économiques classiques. Alors, il faut qu'on l'organise. Moi, je continue à dire qu'on a quand même un petit problème actuellement, c'est dans la conception encore très centralisée des choses. Comme le vice-président le disait il y a un instant, on est maintenant sur des capillaires et pas sur quelque chose qui est juste descendant. Donc, il nous faut absolument réorganiser nos mécanismes de prise de décision et faire en sorte qu'on mette à disposition à la fois ingénierie puis partage de la ressource entre ce qui était la ressource d'hier et qui sera plus celle de demain. Nicolas Soudan, je vous voyais bondir tout à l'heure. J'ai fait tampon avec Fanny et Eric justement parce que je vous voyais bondir après l'intervention de Guillaume Faburel. On n'est pas en train de faire de l'écologie de bureau, vous êtes sûr? Alors non, je pense pas. Mais je bondissais parce qu'il y avait des choses avec lesquelles j'étais d'accord dans ce que vous disiez, notamment sur le fait qu'il faut pas continuer nos modes de vie exactement de la même manière en se disant que les ENR vont couvrir le différentiel qu'on a à faire pour atteindre la neutralité carbone. Enfin, on peut avoir ce scénario. C'est l'un des scénarios proposés par l'ADEME. Il y en a 4. Le premier qui est de la grande sobriété, c'est-à-dire qu'on réduit drastiquement nos fonctionnements, nos modes de vie, on est vigilant sur notre alimentation et on essaye de viser la neutralité carbone en grande partie par la sobriété. C'est un des scénarios. Il est intéressant, il est peu coûteux en finances publiques, mais il est coûteux probablement en dialogue social avec nos concitoyens qui sont peut-être pas toujours prêts à renoncer à leur mode de vie. Peut-être avec nos industriels aussi. Un deuxième scénario qui est celui de la coopération territoriale, qui va bien nous intéresser là, qui est un peu moins sobre, mais quand même assez sobre, qui va un peu plus vers le développement des ENR, etc., et vers une solution qui permette à chaque territoire de trouver justement, de se réapproprier de la valeur ajoutée. Un troisième scénario qui est un scénario plutôt technologique qui dit en gros, il faut développer à fond les ENR, mais qui nécessite quand même dans tous les cas un peu de modération. Et un quatrième scénario qui est un pari technologique
qui est peut-être faisable, mais qui est compliqué, c'est de se dire qu'on va jouer plutôt sur l'absorption de carbone, et notamment sur l'absorption par des puits technologiques de carbone. Parce que vous l'avez souligné, il y a un enjeu de capacité à notre territoire, à notre biodiversité aussi, à absorber ces chocs. Et on l'a dit, la forêt française aujourd'hui, elle a divisé par 2 sa capacité d'absorption de CO2. C'est un vrai problème parce qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut pour réduire les émissions. Si dans le même temps, nos espaces naturels voient leur capacité d'absorption divisée par 2, on va jamais y arriver, quoi. Donc il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'en fait, on subit d'ores et déjà les impacts du changement climatique. Et c'est peut-être là-dessus, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Faburel, c'est que je pense qu'il est dangereux d'opposer les villes et les campagnes, même si c'est un vieux débat traditionnel en France, parce qu'en réalité, tout le monde est concerné par le changement climatique, et j'allais dire presque encore plus les territoires ruraux que les territoires urbains, même s'ils souffrent de la chaleur, mais nos espaces ruraux, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir à Chamonix, hein, les espaces de montagne souffrent très fortement du changement climatique, ils les touchent d'ailleurs plus fortement, avec des risques importants de glissement de terrain, de changement aussi des modes agricoles, mais les territoires littoraux également, en Nouvelle-Aquitaine j'imagine aussi, donc tout le monde est concerné, donc on peut difficilement dire que les populations des villes vont faire peser le coût de ce qu'elles subissent par des territoires ruraux qui, eux, ne subissent rien, mais vont devoir payer en fait la note en termes d'installation d'ENR. Je pense que tout le monde est concerné. Et donc, je ne suis pas sûr que cliver trop fortement dans le débat politique les villes et les campagnes soit de nature à nous permettre collectivement de réussir la transition écologique. Il faut intégrer, cela dit, ce sujet dans l'équation. C'est probablement très important. On le disait, les capacités d'absorption, il y a les solutions fondées sur la nature qui permettent aussi d'améliorer, à la fois de s'adapter au changement climatique, mais aussi de développer des énergies renouvelables. Et puis, il y a plein de solutions qui permettent à nos maires ruraux d'accéder facilement à des solutions qui permettent de répondre à leurs problèmes locaux aussi en termes d'approvisionnement en énergie. Je pense aux réseaux de chaleur. On imagine toujours que les réseaux de chaleur, c'est pour les très grandes villes. C'est pas vrai. Il y a plein de réseaux de chaleur qui bénéficient à des communes rurales. J'ai même un exemple à Saint-Plantaire dans l'Indre, là, 584 habitants. C'est pas une métropole. Hein. Ils ont fait un réseau de chaleur accompagné par l'ADEME qui leur permet d'économiser 50 tonnes équivalent pétrole pour un investissement relativement limité et d'apporter des solutions décarbonées. Même si la biomasse n'est pas toujours la solution absolue, hein, on est d'accord. Voilà, on a des contrats de chaleur renouvelable qui permettent d'ailleurs effectivement d'adresser ce fonds chaleur à bon nombre de nos communes rurales. Il y a plein d'autres solutions, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais vous retrouverez ça notamment, je fais un peu de pub, dans des fiches ENR qu'on a publiées à l'ADEME, qui sont accessibles sur notre site internet, qui je crois sont bien faites et pédagogiques, qui permettent de voir toutes les solutions d'ENR qui sont déployables dans nos territoires, hein, de la géothermie profonde ou de surface, le bois énergie, le photovoltaïque, l'éolien, et d'y voir clair dans le débat. Guillaume Faburel. Oui, il y aurait tellement de choses à mettre sur la table pour discuter. Moi, déjà, j'en attends pas moins d'une agence nationale qu'elle nous dise qu'il faut garder l'unité nationale, voilà, puisque l'agence ADEME est une agence nationale. Je crois qu'il y a une méprise sur la manière dont le sujet, en tout cas, je l'ai placé sur la table. Je ne suis pas en train d'opposer aujourd'hui les ruralités aux mondes urbains. Il y a dans les ruralités des pratiques qui ne sont pas des plus vertueuses. J'ai parlé rapidement d'agriculture industrielle, hein, gorgée de chimie et mécanisée. Le labour n'est pas de bon conseil pour la qualité organique des sols. Bon. Non, je me projette à 30 ans. Et c'est là où moi j'ai un trouble, parce que vos scénarios se projettent à 30 ans. À 30 ans, il faut diviser par 6 la pression écologique. À 30 ans, il faut revoir considérablement les modes de vie. Voilà. En termes de mobilité carbonée, de surface occupée dans les logements, en termes d'alimentation. Voilà. Et en fait, moi, à mon avis, ce qui traverse le débat, c'est la question de la taille. Tant qu'on sera dans des accélérateurs à particules que sont les métropoles, qui sont hors sol, qui nous font vivre des modes de vie qui sont complètement déconnectés, croyez-vous qu'on a ce dispositif-là dans les ruralités ? Avec cette charge énergétique et l'ensemble des flux qu'il y a derrière. Je suis ici, donc je me mets dans l'incohérence, hein, d'accord ? Je crois qu'il y a une démesure qui a été prise, et c'est depuis les villes que cette chose-là, depuis la longue épopée des villes, le fait de civilisation. Donc je ne suis pas en train d'opposer les villes et les campagnes d'aujourd'hui, je suis en train de dire qu'il va falloir faire un choix à horizon de 30 ans, si on veut réduire la voilure, et être un peu plus mesuré dans les systèmes de consommation qui sont les nôtres. Mais aujourd'hui, on utilise bien la voiture pour se déplacer dans les ruralités, donc je ne dis pas que c'est de bons conseils pour l'environnement. Et plus que dans les métropoles. Mais comment ? Et on utilise plus que dans les métropoles la voiture, dans les milieux ruraux. Mais vous n'entendez pas ce que je vous dis. Moi, je ne vous dis pas que c'est aujourd'hui le problème. C'est que c'est aujourd'hui les métropolitains qui donnent des leçons aux ruralités sur la manière de se comporter. Eh ben si.
Toute l'électromobilité qui est présentée, toute l'injonction à se déplacer différemment dans les ruralités en électrifiant le parc. Moi, je suis désolé, à un moment donné, ça n'a pas fait la démonstration des vertus que c'est censé avoir. C'est un discours, pour moi, très installé que de vouloir toujours dire il n'y a pas d'opposition entre les villes et les campagnes. Il y a des millénaires de supériorité des mondes urbains sur les ruralités. La paysannerie a été mise de côté. L'ensemble des colonialités dont j'ai commencé à parler s'est réalisé sur les 2 siècles écoulés. Et on voudrait faire plouf plouf, on est amis pour la vie, on oublie le passé. C'est d'une puissance symbolique et historique que j'ai jamais vu ça. Donc, faisons attention à rendre un peu des fiertés, à reconsidérer, et peut-être que les ruralités offrent plus de ressources aujourd'hui que par le passé. En tout cas, aujourd'hui, elles offrent les ressources vitales pour pouvoir tendre vers l'abaissement des pressions. C'est pas en étant de métropole en métropole, sollicité, surstimulé, parce que c'est ça les villes aujourd'hui. On consomme sans savoir d'où ça vient. On se déplace par moments à foison sans en avoir la conscience. Je ne suis pas sûr que ça soit bien et bon conseil pour le devenir environnemental qu'on nous promet collectivement. Donc pas d'opposition, juste une petite inversion. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Monsieur Faburel. Guillaume Rioux, je vais vous repasser le micro, s'il vous plaît. Vous insistez-vous sur le rôle majeur que doit jouer l'action publique face à la pression capitalistique et que représentent aussi les ENR. On doit vraiment, selon vous, définir des règles? Oui, il faut redéfinir le cadre, évidemment, et il faut redéfinir le cadre avec sans doute de la rationalité un peu plus qu'il n'en est et que les contre-vérités qu'on entend trop souvent circuler. Là où je vous rejoins en partie seulement, parce que faire de la politique, pour moi, c'est pas une abstraction dans cette réalité. C'est une réalité tangible, territoriale, très physique au contraire. Alors, nous, ce qu'on essaie de faire en Nouvelle-Aquitaine, c'est, à travers notre grand programme Néoterra, c'est d'objectiver un petit peu nos décisions de politique publique régionale, aidés par les scientifiques. Et les scientifiques, et j'entends derrière vous l'élève de Jacques Ellul, de la critique de la société technique, de Bernard Charbonneau, j'entends tout ça. Ça veut dire que, et moi qui ne suis pas issu de Saclay, mais plutôt de la Bergerie nationale de Rambouillet, et je parle sous le contrôle des ingénieurs qui sont dans la salle, il y aura encore besoin, néanmoins, d'innovation, d'appui technique. Il y aura encore besoin des scientifiques dans leur dimension équationnelle, mathématique, physique. Mais nous aurons aussi besoin des SHS pour penser l'histoire, ne pas reproduire sans doute les erreurs au regard de ce que peuvent nous dire les historiens. Nous aurons besoin des géographes, je vous en parlais tout à l'heure. Nous aurons besoin des économistes, et peut-être dans leur dimension aussi hétérodoxe. Nous aurons besoin des sociologues, et mon propos est assez latourien en la matière. Et je repense à ce que nous disent parfois Antonin Poitier du côté de l'EHESS, ou Pierre Charbonnier du côté du CNRS, qui nous parle d'abondance et liberté. Comment allons-nous passer de cette société qui, presque de manière neurologique, est enivrée, oui, enivrée, mais presque sous addiction d'un consumérisme effréné? Comment on va passer de cette situation d'abondance illimitée, ou en tout cas semble-t-il illimitée, à un régime non seulement de sobriété, mais de frustration, sans mettre en jeu, sans mettre en danger notre démocratie. Parce que c'est ça le sujet. Et donc on va avoir besoin, et Bruno Latour nous le disait, il n'y a encore pas si longtemps, quelques mois, essayons de réécrire cette histoire-géographie, de redéfinir l'essentialité de nos besoins. À la fin, de quoi avons-nous réellement besoin, au regard des limites que vous évoquiez, de la planète, des ressources, qu'est-ce qui est utile sur un territoire? Et puis je ne peux m'empêcher de penser ce que nous avons pu commencer à voir en 2020, en 2021. Là, vous êtes dans une perspective d'exode rural. Mais moi, je me demande jusqu'à quel point l'exode urbain va pas se mettre en place plus sérieusement, parce que finalement, c'est la cité qui est en danger pour des questions d'usage d'eau, de disponibilité d'eau potable, de disponibilité d'énergie, d'électricité ou de gaz ou autre. Sur des questions, on le sait, un Rungis 48 heures. Quand ça se coupe, tout est coupé. Donc le collapse, le risque, il est plus en ville que moi, au sein de ma ferme. Je trouverai toujours les modalités pour élever un cochon, avoir 200 kilos de pommes de terre et une barrique de pinards. Ça, c'est pas un sujet pour nous. Donc,
La question est là, comment allons-nous redécrire ensemble, de manière coopérative, avec toutes les bonnes volontés, avec l'éclairage des sciences humaines et sociales, mais aussi des physiciens, et puis du capital. Cette histoire capitalistique sur laquelle on a pu échanger, elle est nécessaire. On aura besoin d'entrepreneuriat, on aura besoin de gens qui viennent investir pour ce monde de demain. Mais le tout, effectivement, doit être régulé par la sphère publique, c'est-à-dire par la noble politique. Fanny Lacroix, vous revendiquez un droit au village en présentant ces zones rurales et ces petits villages comme des pépites de démocratie, là où se met en réalité finalement le changement. Oui, tout à fait. Pour l'avoir vécu, déjà sur mon village, Châtellens-Trièves, et qui a connu un réveil citoyen d'une ampleur inédite. Moi, ça a changé ma vie et ça a fait que j'ai basculé dans la politique alors que j'étais pas de ce milieu-là, mais du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier. Moi, j'entends que vous disiez on a besoin de politique, c'est très important. Je crois qu'on a vraiment besoin de politique au sens noble du terme. Et quand j'entendais, pour moi, il y a un vrai risque à continuer dans la technicisation. Quand j'entends qu'il y a un besoin de formation des élus, qu'il va falloir comprendre les mégawatts, les gigawatts, comment plus tard on va devoir piloter des projets d'énergie renouvelable, j'ai très peur de l'imposition de cette figure du maire ingénieur qui, je crois, moi, n'est pas ce qu'il faudrait qu'on puisse mettre en place. Donc je dis bien à tout le monde qu'il faut avoir vraiment cette vigilance de ne pas passer dans un aspect trop technique parce que notre démocratie a besoin de politique. Et pour moi, l'enjeu de formation des élus, ça pose aussi la question du statut de l'élu rural. J'en profite parce que c'est en plein débat en ce moment chez nos parlementaires, mais il y a vraiment un besoin de formation. Mais pour faire vivre justement ce que moi j'appelle le droit au village ou la politique au niveau local, et finalement si les maires n'étaient pas les garants de la citoyenneté active, qui est une des clés des solutions qu'on doit construire tous ensemble, c'est-à-dire comment est-ce que chacun se trouve un moment impliqué dans l'équation à résoudre et devient un acteur de la cité. Et je crois que les maires devraient être dans leur vocation majeure les grands cultivateurs de la citoyenneté active sur leur territoire. Et dans les villages, et moi j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec ça avec mes collègues, c'est qu'on voit qu'en fait on a des initiatives très très abouties de cela, où on arrive quand même avec une population qu'on connaît quand même assez bien. Moi j'ai un village de 500 habitants, donc vous voyez on se connaît à peu près tous. On arrive à créer les conditions de confiance pour que chacun puisse s'occuper de la maison. La maison c'est la commune, donc comme vous allez prendre soin de votre vieille maison, chacun va être là pour remettre des pierres quand ça commence à s'effondrer, venir mettre un peu de béton, participer concrètement, et c'est dans les actes. C'est-à-dire que c'est très loin d'une vision d'une démocratie participative où vous venez contribuer sur le PLU, où personne ne comprend rien parfois. Non, là c'est vraiment dans les actes, comment est-ce qu'on entretient les sentiers, comment est-ce qu'on entretient les canaux ensemble, comment est-ce qu'on va recréer du service ensemble, un café épicerie associatif, aller mailler les producteurs, une cantine ouverte, être présent aussi sur les temps d'activité périscolaire. En gros, est-ce qu'on va peut-être réapprendre à faire village ensemble? Moi, je crois que c'est ça la fonction du maire. C'est vrai j'appelle ça aujourd'hui le droit au village sur ma commune. C'est-à-dire que j'ai identifié sur mes 2 villages, parce qu'on a 2 villages, on a créé une commune nouvelle pour sauver l'école, des espaces de citoyenneté active. C'est à peu près 3 hectares sur chacun des villages, avec des espaces publics et des bâtiments publics. Et en fait, c'est les citoyens qui, ici, font acte de créativité, d'ingéniosité, c'est leur espace. Moi, je ne maîtrise pas trop ce qui s'y passe, mais c'est là que s'invente la transition écologique dans les actes. Et donc, chacun de mes concitoyens peut revendiquer un droit au village. Il peut venir me voir et me dire « je veux, j'ai un droit à la contribution immédiate sur mon territoire de vie ». Je crois que c'est extrêmement important dans la transition qui est devant nous. Donc pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de repositionner le maire à sa place, c'est-à-dire comme celui qui fait vivre ce pacte de citoyenneté, ce pacte de responsabilité globale. Et ça nécessite des moyens, mais pas des moyens de formation technique, des moyens de formation d'animation. Eric Fournier. Vous qui êtes maire. Sur ce sujet, je pense que, alors je vais faire un tout petit peu de monographie. Chamonix, la ville dont je suis le maire, est un endroit qui est assez particulier parce que moi j'ai la chance, c'est une toute petite communauté, moins de 10 000 habitants, mais on a énormément de scientifiques. Et moi je me rends compte à quel point, peut-être que le maire ne doit pas être ingénieur, mais il doit tenir compte en tout cas de ce qu'on peut porter à connaissance. On est dans un monde où le porter à connaissance, il est quand même assez perverti ces temps-ci, vous connaissez tout ça par cœur, les réseaux sociaux, pas mal de choses. Moi, je suis assez sidéré. Vous évoquiez, monsieur le directeur régional de l'ADEME évoquait
les politiques qui sont menées par exemple sur la forêt. Bon, actuellement il y a un débat qui est absolument extraordinaire sur l'utilisation de la biomasse. Dans des régions comme, je ne sais pas comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine, moi je peux vous dire que sur Auvergne-Rhône-Alpes, si on dit, bah tiens, demain la biomasse c'est mort, on arrête parce que c'est pas bon pour la qualité de l'air, je ne sais pas bien comment on fait, hein, parce que dans le mix énergétique de demain, quand bien même on n'est pas sur de la substitution, le pétrole ne se remplace pas, je suis bien d'accord avec vous, les énergies fossiles on ne les remplace pas. Pourtant, si on ne sert pas la biomasse, là actuellement, moi j'ai typiquement un problème, c'est, j'ai un copain, un voisin qui est maire d'une commune, il dit tiens moi je vais faire un réseau de chaleur. Il est en train de se faire, mais alors découpé, parce qu'on lui dit tu ne mets pas de biomasse en face parce que la qualité de l'air ça ne va pas. Et il faut l'aider à objectiver. Lui, il n'est pas ingénieur, mais par contre, il faut l'aider à objectiver. Et là, c'est des trucs vraiment du quotidien, de quotidien. C'est quoi la stratégie territoriale que j'ai? Nos mandats, ils sont de 6 ans. Quand bien même on en fait 1 ou 2 ou 3, de toute manière, c'est quand même du court terme. Donc, il faut absolument qu'on fournisse. Alors moi, je ne suis pas en train de dire le progrès avant tout, on n'est pas dans les grandes théories de ce type-là, mais donner quand même dans la boîte à outils les éléments qui sont indispensables sur les choix à effectuer. Et ce n'est pas du tout exclusif, effectivement, vous avez tout à fait raison, des sciences sociales et d'une réflexion qu'on a qui ne met pas que l'ingénieur au cœur du débat. Mais on a cette nécessité absolue, à mon sens. Alors nous, on fait effectivement, on a fait un conseil scientifique, c'est-à-dire que moi j'ai des résidents secondaires qui ont bien plus de plumes que moi et qui sont bien plus malins. J'ai dit, bah tiens, toi, puisque tu es patron de ton labo chez toi, est-ce que vous pouvez donner un peu de temps, puis vous nous donnez votre expertise sur les choix qu'on est en train de faire. Ça nous aide beaucoup. Et c'est vrai que sur des petits sites comme les nôtres, parce que moi je trouve qu'on a complètement changé de monde, hein. Moi j'ai commencé mes mandats, j'ai commencé un petit peu tôt comme conseiller municipal. À l'époque, il y avait un directeur départemental de l'équipement. Alors lui, c'était le grand chef à plume, hein. Il avait une administration autour de lui. C'était quand tu avais besoin de quelque chose, tu téléphonais, tu avais vraiment des choses importantes. Ça n'existe plus. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu d'ingénierie. L'ingénierie, c'est pas au sens de... on n'a pas besoin forcément de dire on va mécaniser, on va outiller, on va machin. Par contre, on a besoin dans l'éclairage de nos choix, parce que les choix, les citoyens, et c'est bien normal, ils se retournent vers nous, hein, pour dire tu fais quoi? Elle est où ta politique énergie? Elle est où ta politique de déplacement? Les choix tels qu'on doit les faire, ils n'ont jamais été aussi complexes, aussi alambiqués et pourtant aussi urgents. Donc moi je plaide effectivement pour une discussion qui soit effectivement toujours en balance entre évidemment la nécessaire pédagogie et l'utilisation la plus démocratique des données qui nous sont fournies, mais également de l'autre côté une expertise qui doit être vraiment approfondie dans les choix que nous avons à faire et sur lesquels, on va dire, le bloc communal est quand même de plus en plus seul. Oui, je pense qu'il faut raisonner ce système, même si ce mot-là est un peu pompeux, c'est les approches systémiques. En fait, beaucoup de choses sont en regard les unes des autres, on est bien d'accord, et quand on change un paramètre, ça peut modifier d'autres paramètres, et c'est effectivement assez complexe. Et donc, il y a besoin d'un éclairage technique, d'un éclairage scientifique, pour que le politique ensuite prenne ses responsabilités. Je ne voudrais pas reprendre ce que disait un de vos illustres prédécesseurs sur ce fauteuil avant-hier soir, Barack Obama, qui disait... C'est vrai que je suis assis sur le même fauteuil, je viens de réaliser. Quand même. C'est que les solutions techniques, elles sont à portée de main, on les connaît, elles sont là en fait, elles sont pas très compliquées et finalement, elles peuvent être complexes, mais elles sont pas compliquées, elles sont robustes, elles sont déjà présentes. La question clé, c'est la question de l'humain derrière, c'est-à-dire qui les met en œuvre, comment, qui prend les décisions, comment on se concerte, comment on rend les choses acceptables. Donc ça, c'est un point très important. Alors je crois que personne n'a le monopole ni des inégalités sociales, ni des difficultés, ni même des solutions vertueuses ou des comportements vertueux, vous le dites vous-même, hein, c'est pas parce qu'on est dans les zones rurales qu'on est plus vertueux que dans les zones urbaines. Il peut y avoir aussi des choses très intéressantes qui se passent dans les deux domaines. De toute manière, on a une seule et même population, donc on a certainement à dialoguer ensemble. Et je pense qu'il y a des solutions de réciprocité qui doivent être aussi mises en place. On parle d'ingénierie. Il est vrai aussi que les métropoles ont souvent des moyens d'ingénierie plus importants quand même que les zones rurales. C'est pas toujours le cas, mais quand même. Et donc, il y a certainement moyen de mutualiser cette ingénierie entre différents territoires et même entre territoires ruraux. J'avais entendu un jour Laurent Davzy qui disait qu'on pourrait mettre aussi une station de métro dans chaque cour de ferme. Évidemment, il y a un problème de niveau de service au kilomètre carré et de niveau de service par population. Et là, il y a quelque chose qui est un peu en frottement. Donc l'ingénierie, quand on est dans un
petit territoire, dans une petite commune, il faut aussi travailler à l'échelle intercommunale ou PETR pour essayer de construire et de mutualiser cette ingénierie, sinon on n'arriverait pas à déclencher. Et nous, on est là d'ailleurs, ADEME, pour cofinancer cette ingénierie bien volontiers. Mais donc il y a des solutions qui peuvent être trouvées, des solutions techniques qui sont à portée de main. Les élus doivent reprendre leur pouvoir politique. Je voudrais vous citer un exemple. Je discutais il n'y a pas longtemps avec Pierre Leroy, qui est le président du PETR du Grand Briançonnais, que vous connaissez sûrement, hein, qui est très actif dans le domaine de la transition écologique. Il me disait, moi j'ai un problème avec les ENR, parce qu'à chaque fois qu'on veut développer une ENR, il y a toujours plein de gens qui viennent me voir en disant non, on n'en veut pas pour telle et telle raison. Et donc en fait, souvent les raisons sont valables. Hein. L'atteinte à la biodiversité, l'atteinte aussi à son droit de propriété, l'atteinte à l'agriculture. Et donc il a voulu mettre en place un système un peu expérimental avec le CNRS, en particulier sur la question de la petite hydro, pour essayer de mettre autour de la table tout le monde et voir comment on peut dialoguer, essayer de trouver des solutions de sortie. Et il a mis des chercheurs là-dedans pour essayer de définir une méthode. Alors, le travail vient à peine de commencer, mais je pense que ce sera très intéressant de savoir si cette méthode, elle n'est pas ensuite déclinable. Et dernier point, je pense que les élus, il ne faut pas forcément les former techniquement pour qu'ils deviennent des ingénieurs, bien sûr. Par contre, il faut les aider à monter en compétences pour avoir accès à des informations qui sont relativement fiables et objectives, même si ce mot est toujours sujet à caution. C'est la raison pour laquelle on vient de lancer mardi dernier un réseau qui s'appelle Élus pour agir, qui est destiné aux conseillers municipaux, aux conseillers communautaires, pas forcément faisant partie de l'exécutif. On a aujourd'hui plus de 2200 élus, beaucoup ruraux, qui font partie de ce réseau, et donc on va les aider à monter en compétence sur ces sujets de manière modeste, mais simplement pour faire monter d'un cran ou de 2 crans le débat démocratique nécessaire autour de ces sujets. Guillaume Faburel, comment on fait à la lumière de tout ce qui vient d'être dit pour adapter les systèmes politiques et de démocratie locale? Je ne sais pas. Mais néanmoins, à écouter la discussion, parce qu'on est sur cet empan-là, la question de la démocratie, c'est en tant qu'enseignant-chercheur depuis quelques temps que je me permets de dire que la science fait partie du pouvoir. Ça va, je choque personne en disant ça. Les savoirs structurés ont un peu aidé la modernité et son progrès quasi illimité. Moi, je serais d'avis que la démocratie soit ressourcée par les habitants eux-mêmes. Je sais, c'est choquant ce que je viens de dire, voilà, et vous êtes des élus, donc je pense que vous êtes au contact de ces gens-là. Il y a, à mon avis, plus que... c'est Barack Obama qui disait « on a toutes les solutions techniques ». Eh bien, Guillaume Faburel, en toute modestie, va dire « on a toutes les solutions sociales ». Voilà. C'est-à-dire que à l'échelle locale, la proximité en petit nombre, la riverainité, le voisinage crée de la familiarité, crée de la densité, crée du lien fort et pas du lien faible. Ce qu'on n'aura jamais en ville. Excusez-moi, vous allez dire que je suis obsédé, mais c'est bien un constat qui est fait. C'est dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants que la question de l'isolement est le plus mal vécue. Et pourtant, il y a du nombre. Quand on regarde par la fenêtre, ça s'agite. Bon. Donc, nos démocraties souffrent de grandeur, mais notre société souffre de grandeur. On a un problème de taille. Revenons à la modestie du quotidien et de l'ordinaire. On ne fait pas voisinage dans les ruralités comme on fait voisinage dans les villes. On n'échange pas de la même manière, on ne parle pas des mêmes choses. Et effectivement, comme Fabien Lacroix le disait, on agit peut-être un peu différemment. Donc moi, je serais d'avis, puisque c'est ce que je défends, je ne demande pas aux gens de le partager, qu'on a un problème de taille, pour reprendre les termes d'Olivier Rey, qu'on devrait véritablement reposer la question de cette démesure caractérisée de nos sociétés en état d'ébriété. Et pour moi, votre discours est dedans, je vous le dis franchement. Il va falloir retrouver de la mesure, et pour retrouver de la mesure, il va falloir recomposer avec des cultures qui ont elles-mêmes, dans les ruralités, historiquement, mais je ne cherche pas à les magnifier, il y a aussi des problèmes, mais elles ont, comme culture, elles ont développé des manières d'être et de se comporter qui en tout point me semble plus proche du terme de démocratie directe que ce que les villes cherchent à mettre en œuvre par une démocratie participative qui, globalement, ne partage pas le pouvoir. Voilà, soyons clairs. Là, il y a tout un champ de force, et c'est pas en allant chercher des scientifiques pour documenter très bien, mais sincèrement, si les savoirs avaient la solution au problème qu'ils et elles, les scientifiques, et je me mets dedans, contribuent à créer, ça se saurait, ça s'appelle un pharmacon. On confond le remède et le poison. Aujourd'hui, les bases sociales, les pensées sociales sont plus en avance, de mon point de vue, que les pensées techniques. Vous avez aujourd'hui 3 à 5 000 lieux qui, dans les ruralités, inventent et font de l'alternative. Je pense que vous êtes bien resté pour le savoir. Il y a plein d'initiatives. Sauf qu'on a un problème global à résoudre. Mais non, il n'est pas global. Mais non, parce que vous pensez massifier, vous pensez système. Bah voilà. Oui, non, mais vous écoutez trop Laurent David, des gens comme ça. C'est que l'addition des intérêts particuliers, même s'ils sont coordonnés par de la démocratie locale, ne donne pas la solution au changement climatique. Testez-le, parce que ça, c'est un aphorisme historique qui n'a jamais été démontré. Et vous vous en nourrissez pour rejeter l'idée que la petite
pourrait être la solution au grand. Tentez-le, on verra. On va vous donner l'opportunité de poser quelques questions avant la fin, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou est-ce que le débat vous a scotché? Pardon? Oui, oui. Et effectivement, il faut que je vous récupère un micro parce qu'on est en manque. Merci. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Antoine Canivet, je suis étudiant aux mines de Nancy. Et il se trouve que mon père participe un peu à la vie politique dans un village de Bourgogne qui s'appelle Châtel-Sansoire, moins de 600 habitants et en décroissance depuis quelques années. La question, c'est que moi, en tant qu'étudiant aux mines, en fait, entre le discours que vous avez et moi, en tant qu'étudiant aux mines, je vois deux choses qui s'inversent. D'un côté, j'ai des étudiants qui vont de plus en plus dans des grands groupes parce qu'ils proposent de plus en plus de sécurité, ou alors dans des startups qui ont envie de grossir très vite. Et d'un autre côté, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a besoin de gens dans la proximité des villages, des communautés de communes, pour apporter pas une expertise, mais une aide scientifique pour de la prise de décision. Et comment on aide les ingénieurs de demain à justement se décentraliser un peu et à ressortir. Moi, je vais donner un exemple. Dans le village de Châtel, il y a besoin de quelqu'un pour faire l'étude énergétique de l'école, qui est une passoire. Il y a besoin de gens pour le canal, pour la... Voilà, on a besoin de gens ingénieux. Comment on les ramène dans les villages, dans les communautés de communes. Qui veut répondre? Eric. Peut-être un tout petit exemple. Moi, j'ai à quelques kilomètres de chez moi la Suisse, qui est un pays effectivement très décentralisé. J'aime assez le système qui est fait en termes de lien entre les écoles polytechniques fédérales, donc qui forment les ingénieurs. Donc ça, c'est les grosses, hein, et c'est les lieux de centralité urbaine. Les décentralisations qui sont faites au niveau des cantons. Donc un canton suisse, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus grand en termes de démographie par rapport à un pays comme le nôtre. Hein. Ça s'appelle les HES, les hautes études, les écoles spécialisées, qui sont vraiment sur c'est des lieux, des fois, il y a quelques dizaines de milliers d'habitants. Et puis ensuite, encore l'essaimage qui est un peu plus fin. C'est-à-dire que du coup, ces endroits-là, ça sert un peu d'incubateur pour des jeunes qui sont souvent très, comment dire, bien plus en avance que nos générations, hein, sur la compréhension de ce qu'il faudra faire demain, sur tout ce qu'on a dit et tout ce qui s'est dit depuis 2 jours ici, sur la sobriété, sur la manière de produire différemment, mais aussi sur l'intelligence collective qui peut être mise en place. Et du coup, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces petits incubateurs, ces endroits locaux, ça fait qu'il y a des villages où il y a un ingénieur qui dit tiens, moi j'ai décidé parce que j'aime bien ce coin-là, parce qu'on ne travaille pas maintenant comme on travaillait avant, de m'installer là, de m'installer à tel ou tel endroit. Et ça semble peut-être une petite granulométrie, raisonnée à petite échelle, mais je peux vous assurer que ça produit. Parce que quand on a dans un village une personne ou un couple qui s'installe en ayant cette position-là, ça change déjà un certain nombre de choses. Alors, je ne prétends pas que ça soit des mesures exceptionnelles, mais je pense qu'il y a vraiment aussi à travailler sur la décentralisation et l'analyse de notre outil de formation en direction des territoires. Et je sais que les jeunes générations, ils sont excessivement sensibles. C'est ça aussi qui est un point positif, c'est que vous avez déjà dans votre tête tourné la page. Oui, je ne peux que appuyer ce que vous venez de dire. Nous avons, en juin 2023, installé à la région le Conseil régional des jeunes. Et puis on a essayé d'un petit peu d'enquêter, de savoir quelles étaient leurs inquiétudes, leurs questionnements. 2 choses. La première chose qui ressort, c'est leur interaction avec les écosystèmes, avec la nature, avec la transition écologique. C'est leur premier sujet de préoccupation. Le deuxième, c'est la question de l'égalité, des égalités au sens large. Pas seulement les égalités de genre, de sexe ou autre, mais aussi l'égalité entre les êtres humains sur cette planète. Alors comment vous allez faire, vous, demain, quand vous serez en entreprise, vous allez descendre sur le terrain. Parce que dans notre pays, et sans doute partout dans notre monde occidental, demain, il n'y aura plus de projets de développement, d'infrastructures, sans dialogue territorial. C'est fini ce temps-là.
moi j'habite dans les Deux-Sèvres, au sud des Deux-Sèvres. Je suis pris entre des trucs dont vous avez entendu parler l'année dernière, Sainte-Soline, vous savez, les réserves de substitution, les bassines, les méga-bassines. Bien, voici des projets qui ont été constitués il y a 10-15 ans, sans penser le dialogue territorial, sans imaginer qu'il y avait besoin d'une interlocution forte avec les associations de protection de la nature et de l'environnement, avec les consommateurs, avec les fédérations de pêche, etc. Donc voilà, ce sont des écueils qui vont nous apprendre qu'il faudra demain faire différemment. Et inversement, moi j'observe, en Nouvelle-Aquitaine, du Pays Basque par exemple, où il y a des boucles d'autoconsommation collective citoyenne qui sont mises en place, pas de débat. J'ai sur ce territoire un développeur, on peut le nommer, Valorem, qui développe des ENR, des éoliennes. Vous êtes à côté de La Rochelle, à Antilly-les-Marais exactement. Il va y avoir de grandes éoliennes qui vont être construites l'année prochaine. 3 éoliennes de 180 mètres, 0 recours. Mais ça s'est fait en lien avec les citoyens. Ça s'est fait même en les invitant au capital. L'ouverture du capital à la citoyenneté, je ne dis pas qu'il faudra le faire à chaque fois et systématiquement, mais il y a des démonstrations tout à fait possibles. Et puis il faudra, en termes de photovoltaïque, puisque c'est quand même la thématique de ce jour, aussi penser qu'est-ce que ça veut dire, 10 gigawatts installés. Nous on a un contre-exemple au sud de Bordeaux. Un promoteur, bien connu, peu importe, a lancé 1000 hectares de PV. Ben, ça passe pas. Enfin, ça va peut-être se faire parce qu'il y a du droit privé, du droit des contrats qui va s'imposer. Mais la réalité, c'est que la voie, c'est pas celle-ci demain. Alors, est-ce qu'il faudra 10 centrales d'un giga sur 1000 hectares ou 2000 hectares sur l'empreinte spatiale totale? Probablement pas. Est-ce qu'il en faudra 100 de 100 hectares ou est-ce qu'il en faudra plutôt 1000 de 100 ou 200 hectares un peu partout sur le territoire? Évidemment, c'est ce qui serait souhaitable. Mais il y a aussi les contingences techniques qui font que les postes sources passent où ils passent, que le réseau RTE et Enedis a ses limites aussi physiques, techniques et financières de développement. Mais il y a vraiment, moi je voudrais redonner un petit peu d'espoir quand même, parce que je sens beaucoup de morosité et d'inquiétude. Il y a de réelles réussites de développement des ENR, en partenariat avec la citoyenneté, dans le respect des usages qui sont parfois des usages divergents, et puis le recours au tissu associatif. Bien pensé, je pense, y compris pour l'entreprise, pas seulement pour les élus que nous sommes, mais aussi pour l'entreprise, bosser avec les associations qui sont de formidables courroies de transmission des connaissances, du dialogue, pour pouvoir instaurer un petit peu de sérénité sur nos territoires de demain. Guillaume Faburel, décentraliser, redimensionner, démassifier, finalement c'est la clé? Oui, du coup dans le mouvement post-urbain qu'on a créé, on est dans cette logique-là. Décentraliser, démassifier, déconcentrer, relocaliser. Je vais juste répondre, mais parce que ça va de pair. Toujours, mais c'est obsessionnel, la question de la ville. Il y a une vieille idylle entre l'académias et la cité. Les universités sont toutes implantées dans des métropoles. Voilà. Et je suis désolé, elles avaient des antennes dans des petites villes, elles les ont fermées par nécessité de compétition internationale et de classement plus ou moins ranké. Qu'on ne vienne pas me dire que la ville n'est pas à un moment donné un petit souci. Et le deuxième problème de la ville, vraisemblablement, c'est qu'elle forme plutôt à l'intellect et que les savoirs de la main, à un moment donné, vont devoir être réappropriés. Voilà, c'est le seul moyen, a priori, de... Les fameux savoir-faire autonomisants. Oui, les savoir-faire autonomisants. Il y a, sincèrement, descente énergétique et matérielle. La question de la ressource va se poser et a commencé à se poser. Il va y avoir une inversion entre ceux qui ont pensé pendant très longtemps le progrès et ceux qui l'ont accompli et qui ont encore les compétences de la main. Voilà. Et ça, c'est annoncé à 30 ou 40 ans. La première des valeurs ajoutées se trouve aujourd'hui, de mon point de vue, et c'est en tant qu'universitaire métropolitain que je dis ça, en total paradoxe, se trouve plus dans les lycées agricoles, qui ont été disqualifiés, soyons clairs, que dans les grandes universités, des plateaux de Saclay ou autres, qui ne visent et qui ne jurent que par le classement de Shanghai. Voilà. On a, par massification, toujours ce même problème de taille. Vous le prenez sous tous les angles, industriel, économique, social, culturel, politique. On a toujours essayé de franchir la limite, on l'a allègrement franchi, et dorénavant, il y a deux options. Soit on continue à accélérer dans cet effet de taille, par effet rebond et de masse, le passage à l'échelle, ça c'est le discours dominant, parce qu'il y a des intérêts capitalistiques bien sentis, soit là on revient un peu de modestie, à la communauté, au village, aux petits, et on refait confiance un peu aux sociétés et à leurs propres histoires. Et là, il y a une différence fondamentale entre ville et campagne. Voilà. Chers panélistes, pour conclure, je vous ai préparé un petit texte à trous. Vous allez me répondre
en toute spontanéité et d'un mot. Nicolas, le pari de la transition énergétique dans les territoires sera gagné si et seulement si. Si tout le monde dialogue ensemble. Fanny, le pari de la transition énergétique dans les territoires sera gagné si et seulement si. Si on compose avec toutes les forces vives du territoire. Si et seulement si, Éric Fournier. On fait une révolution mentale. Ah, le pari de la transition énergétique dans les territoires sera gagné si et seulement si, Guillaume Rioux. S'il y a un partage des usages. Le mot de la fin est pour Guillaume Faburel. Le pari de la transition énergétique dans les territoires sera gagné si et seulement si. On écoute les ruralités. Merci à tous, merci pour votre expertise, pour votre éclairage, inspiration.